Alors bonjour, on se retrouve pour donc une nouvelle audition de la commission d'enquête. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'auditionner Madame Laure Després, qui est professeure émérite en sciences économiques à l'Université de Nantes. Merci d'avoir accepté cette audition. Je vous laisse la parole pour un petit propos introductif. Oui, bonjour. Euh, je suis donc professeure émérite. J'ai beaucoup travaillé sur les systèmes planifiés, hein. Je suis économiste et c'est pour ça que je me suis intéressée dernièrement à la possibilité de planifier la transition écologique et sociale qui est nécessaire, et étant donné la façon désastreuse dont fonctionne le système mondialisé à l'heure actuelle. Et donc c'est pour ça que vous m'avez demandé de répondre à quelques questions. En fait, j'ai beaucoup travaillé sur le système de l'Union soviétique, sur le système planifié de l'Union soviétique, et puis sur l'histoire du socialisme, de la planification, sur l'histoire des idées concernant tous ces domaines-là. Voilà. Et mais de plus en plus, depuis 15 ans, 20 ans, je me suis intéressée à ce que la contrainte écologique et environnementale imposait à nos sociétés, et donc comment le système économique pouvait être modifié et réformé pour essayer de gérer au mieux cette contrainte. Voilà. Et c'est comme ça que je me retrouve là. D'accord, très bien, merci. Alors, en fait, bon, c'est vrai qu'on se met à reparler de ces notions de planification. Alors, on utilise ou pas le mot. Donc, ma première question, c'est à votre avis, pourquoi on se met à reparler de ça? Est-ce que vous avez l'impression que dans la crise qu'on connaît actuellement, la crise sanitaire, mais aussi la difficulté, on va dire, des États et notamment de la France à y répondre, est-ce qu'on peut dire que une des raisons de ces difficultés sont liées, par exemple, à une absence, un manque de planification, notamment sur des secteurs industriels stratégiques? Oui, alors tout dépend de ce qu'on appelle planification, hein. Euh, pour moi, la planification, c'est une- un système économique alternatif au marché. C'est plus le marché qui décide des investissements, qui décide de ce qu'on va produire, etc. Mais c'est un système d'institutions qui a pour objectif d'orienter, avec une perspective de long terme, la façon dont la société choisit d'affecter telle ou telle ressource à tel ou tel besoin. Donc, la planification, c'est la réintroduction du long terme dans la prise de décision économique. Or, à l'heure actuelle, on a des marchés, ce sont les marchés qui orientent les investissements des entreprises, et ces marchés sont des marchés financiarisés qui ont comme seul horizon de temps le très 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 court terme. Et par ailleurs, dans ce système financiarisé et mondialisé, les services publics, les salaires, tout ce qui permet la satisfaction des besoins de la population en général, sont considérés comme des coûts. Et donc, il faut les minimiser. Et donc, on va comprimer les coûts, donc d'où la compression du service public de la santé, des hôpitaux, parce que c'est des coûts. Si, il faut favoriser au contraire le développement d'un secteur privé, parce que là, ça permet de créer de la valeur pour l'actionnaire. Donc voilà, c'est cette alternative à cette logique de marché court-termiste que moi j'appelle la planification. D'accord. Et alors, est-ce qu'on peut considérer, aujourd'hui qu'on va dire cette liberté totale laissée au marché, après je comprends bien que planification, ça peut être négatif, positif, ça dépend de ce qu'on met dedans, mais pour l'instant, on en parlera, je pense, dans une deuxième partie. Mais dans une première, dans quelle mesure on peut considérer que cette liberté, laissée totalement au marché ces dernières années, nous ont rendus peut-être affaiblis ou désarmés, s'il faut reprendre la métaphore guerrière du président de la République, face à cette pandémie?
Oui, alors ça remonte à bien plus loin que le gouvernement actuel, bien sûr, mais je pense que, alors, c'est non seulement la liberté laissée au marché, mais aussi plutôt aux macro-acteurs économiques, aux très très grosses entreprises qui contrôlent les marchés en fait. Hein. C'est pas vraiment une économie de marché en fait, c'est une économie de gros acteurs plutôt. Euh, et je pense que les gouvernements se sont mis enfin, fonctionne dans une idéologie très bizarre qui consiste à croire que les macro-acteurs, les très grosses entreprises sont les seuls qui soient efficaces et qui vont pouvoir créer de la valeur, alors pour l'actionnaire, mais pour le reste de la société aussi, pour eux, dans leur idée. Et donc, tout le reste, il faut minimiser ou il faut favoriser les gros acteurs. Donc ça, c'est un problème de fond parce que nos États et les consignes que l'État donne à l'administration, à tous les échelons, c'est surtout de ne pas aller à l'encontre des intérêts des gros acteurs économiques et les aider du mieux possible. Et ça, c'est une catastrophe, en fait, c'est ce qu'on observe, c'est une catastrophe pour la population dans son ensemble et en particulier pour la partie la plus pauvre de la population. D'accord. Alors ça, c'était peut-être sur un petit peu ce qu'on peut détecter dans l'avant-crise. Mm. Euh, je pense qu'on va surtout ensemble parler de l'après, parce que je pense que ce qui nous intéresse en particulier, c'est votre éclairage sur les aspects liés à la planification. Mais peut-être juste un mot sur la gestion de la crise elle-même actuellement, Oui. parce que j'imagine que vous avez un regard sur le sujet. Bon, à la fois quel est ce regard, et en même temps, est-ce que vous avez l'impression que finalement tout est fait pour essayer de combler des manques qui bon, sont dus à des politiques précédentes, pas seulement celles de ce gouvernement d'ailleurs, vous l'avez dit. Oui. Donc ça, la question de la responsabilité est partagée sans aucun doute, mais par contre, ce qui n'est pas partagé, c'est la responsabilité dans la gestion de la crise elle-même. Et de ce point de vue-là, est-ce que vous avez l'impression que tout est fait? Est-ce qu'il y a des choses bien? Est-ce qu'il y a des choses pas bien? Vous pouvez nous dire deux mots là-dessus? Oui, alors ce qu'il y a de pas bien, c'est tout à fait immédiatement la façon dont la haute administration a réagi au manque de matériel sanitaire, de masques, etc., enfin tout le reste. Justement, le ministère de la Santé a pris attache avec 4 gros importateurs qui travaillaient avec la Chine, mais qui n'étaient pas spécialisés dans le matériel médical, et il a négligé les offres de services des importateurs qui étaient plus petits en taille, mais qui étaient spécialisés dans le matériel sanitaire et qui auraient sans aucun doute été plus efficaces. Et c'est typique comme réaction d'une erreur stratégique, big is beautiful, et donc tout va aller très bien comme ça. Et puis non, finalement, ça ne marche pas. Et bon, ça, c'était la première erreur. La deuxième erreur, c'est aussi de ne pas avoir peut-être privilégié le développement d'une production locale dès le début, parce que maintenant c'est tard évidemment, mais je pense que c'est quand même pas des choses très difficiles à faire. Les masques, les surblouses, c'est quand même quelque chose d'assez élémentaire et qu'on peut improviser facilement. Ça n'a pas du tout été fait. Là aussi, je pense que c'est en grande partie par un aveuglement idéologique qui les empêche d'être efficaces en fait. D'accord. Et moi, le sentiment que j'ai, je voudrais savoir si vous le partagez ou si vous avez un regard là-dessus, c'est, bon, d'abord, on a clairement un sentiment, celui-là, je pense qu'il est assez partagé dans la population, qu'on n'assiste pas vraiment à une gestion de crise, mais plutôt à une gestion de pénurie, c'est-à-dire qu'en réalité, toutes les décisions sont plutôt prises à l'aune de nos capacités de production, ça c'est la première dimension, mais surtout sur la mobilisation, j'ai envie de dire, de l'appareil productif pour subvenir à ses besoins de protection, de masques, etc. On a l'impression que finalement l'initiative vient plutôt des acteurs privés
Oui, de absolument. l'État lui-même, Privés ou des citoyens, des des collectivités. citoyens, des collectivités locales, etc. Oui, oui. Tout ce qui se fait en la matière de production locale, c'est plutôt ça que l'initiative de l'État. Par ailleurs, bon, l'État va débloquer des sommes absolument extraordinaires pour maintenir à flot des entreprises comme Air France, qui sont des entreprises écologiquement insoutenables. Euh, et la redistribution en faveur des plus pauvres, des précaires, des gens qui travaillaient au noir, etc., ça ne marche pas du tout. Hein. Parce que ils ont organisé la redistribution seulement pour les gens qui ont déjà des allocations, qui sont déjà dans le système. Et donc tous ceux qui sont à l'extérieur du système sont abandonnés. Je comprends, et effectivement, ça fait partie des diagnostics qu'on a pu faire aussi. On pense en particulier aux personnes précaires, aux personnes qui n'ont pas d'emploi, mais aussi aux personnes qui ont des statuts d'emploi particuliers. Je pense au travers des plateformes, je pense à des gens qui ne sont pas dans des contrats salariés, par exemple, qui échappent totalement aux dispositifs de soutien qui sont mis en place actuellement. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on a observé aussi. Et sans parler de ceux qui travaillent au noir, qui n'ont pas de papier, etc. Alors là, c'est totalement... Non, je pense que la réponse est inadéquate. Alors, sur les aspects production elle-même, là, pour concentrer le propos sur le sujet, je disais tout à l'heure, on a l'impression que l'initiative vient plutôt soit des citoyens, soit des acteurs privés, soit des collectivités que l'État. Je me mets dans une position, comment pourrait-on faire autrement, dans l'hypothèse où c'est un autre gouvernement qui serait en place. Quels sont les outils, finalement, publics, les cadres, les réunions, les instruments de pilotage qui auraient pu être déployés dès le début de la crise en se disant, bon, on a un déficit de stock sur les masques, on peut avoir des problèmes d'approvisionnement. Est-ce que l'État dispose aujourd'hui de comités de pilotage, d'éléments qui permettent de réunir l'ensemble du tissu productif et de dire, bon, allez, on se met tous à fabriquer des masques, par exemple? L'État s'interdit dans le fonctionnement normal de l'État, il s'interdit d'intervenir directement dans la production. Donc non, je pense qu'ils n'ont pas pour l'instant les moyens de fonctionner de cette façon-là. D'accord. Peut-être qu'ils auraient pu improviser quelque chose, ça sans doute, mais c'est pas dans le fonctionnement de l'administration actuelle. L'administration actuelle est pas du tout formatée pour ce genre de mission. Ok. Alors, je pense que ça fait une bonne transition pour discuter maintenant peut-être un peu du cœur du sujet. On a entendu le président de la République dire lors de une de ses interventions qu'il y avait un enjeu maintenant de reconstruire un tissu industriel, de se réapproprier une souveraineté sur les questions industrielles. Alors, mon interrogation, c'est à partir du moment où on fixe un objectif, qui est un objectif nécessairement à long terme, ça ne va pas se faire demain. Nécessairement, ça ouvre la voie à cette logique-là, on peut l'appeler comme on veut, de la planification, de l'anticipation, de la programmation, peu importe le mot à la limite. Donc, je pense que c'est le sujet qu'on voulait approfondir ensemble. Est-ce que peut-être de votre regard de chercheuse sur le sujet, vous pouvez nous dire un peu, en France, est-ce que ces outils de planification ont existé? Je connais un peu la réponse, mais je pense que vous aurez plus de détails que moi. Est-ce qu'il en reste encore? Et dans l'hypothèse où il faudrait en remettre en place, de votre point de vue, quelles sont les faiblesses des outils précédents? Il ne s'agit pas de refaire exactement ce qui existait avant. Quelles sont les faiblesses des outils précédents qu'il faudrait arriver à combler? Oui. Alors, d'abord, il est exact que dans l'après-guerre et jusque dans les années 70, il a existé un système de planification à la française qui était une planification indicative qui avait pour objectif d'orienter les investissements publics et privés
dans un projet collectif. Et cette planification était orchestrée par le Commissariat général au plan. Donc qui était, c'était pas vraiment un ministère du plan, mais enfin c'était quelque chose qui s'en rapprochait, et qui avait pour mission de se faire parler les représentants du patronat, des syndicats et du gouvernement et de l'administration, évidemment, pour réfléchir au futur et pour élaborer un projet commun. L'objectif, c'était de limiter l'incertitude et de façon à ce que les investissements privés, les entreprises, sachent ce que voulait faire l'État et puissent donc prendre moins de risques, hein, et coopérer avec l'État. Alors l'État avait un bras armé, hein, la Caisse des dépôts et consignations, qui pouvait financer les investissements, et le système bancaire était à ce moment-là en grande partie public, enfin étatisé, et donc les banques aussi pouvaient orienter les investissements, enfin financer ce qui rentrait dans le projet collectif du plan. Donc c'était un système qui fonctionnait, qui a permis à la France de se redresser après les destructions de la Deuxième Guerre mondiale de façon assez spectaculaire, je pense, et assez efficace. Bon, les faiblesses importantes, c'est que ça s'est fait dans une idéologie de type productiviste, sans trop se soucier des problèmes environnementaux, alors que dès cette époque-là, il y a eu des avertissements nombreux venant de la société civile en général, et disant qu'il fallait se soucier de la contrainte écologique, mais ces avertissements n'ont pas été entendus. C'est pas spécialement dû au système de planification lui-même, mais plutôt aux gens qui le faisaient fonctionner, évidemment. C'était des choix politiques productivistes qui étaient quand même largement répandus, il faut bien le dire, à cette époque-là, hein. Alors, encore maintenant, bien sûr, c'est l'idéologie dominante. Donc, ce système de planification indicative avait comme objectif d'orienter les investissements. Il n'y avait pas comme objectif de planifier précisément les quantités de telle ou telle chose à produire. On va produire tant de tables, tant de tanks, tant de voitures, etc. Ça, c'est de la planification de type soviétique qui a fonctionné quand même de façon beaucoup moins satisfaisante, à mon avis, que la planification indicative à la française. Planification indicative, d'ailleurs, qui a aussi fonctionné dans de nombreux autres pays, aux Pays-Bas, en Inde. Il y a eu beaucoup de pays qui, à cette époque-là, avaient un ministère du plan. Et d'ailleurs, nos voisins belges ont encore un ministère du plan. qui planifie pas, bien sûr, mais qui fait de la prospective. Donc voilà, on a une tradition. Cette tradition a disparu. Il reste encore des grands témoins de cette période-là. Par exemple, Jacques Fournier, qui est un ancien très haut fonctionnaire, qui a été secrétaire général adjoint de l'Élysée, qui a dirigé la SNCF, a écrit très récemment un ouvrage très intéressant sur l'économie des besoins, hein, disant qui est un plaidoyer pour les services publics. Et voilà, ça c'est quelqu'un qui a fonctionné pleinement dans ce système-là quand il était jeune. Voilà. Mais bon, ces générations-là sont en train d'être éliminées par l'âge, hein. Mais disons que ça a existé, et je pense que cette idée de planifier seulement les investissements et pas le détail de la production, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, parce que c'est ça qui est raisonnable. Autrement, ça provoque beaucoup de difficultés, c'est impossible d'ailleurs, donc c'est aussi simple que ça.
donc, je ne sais plus quelle était la question. Est-ce que je... Non, mais la question, c'était ça, c'était un peu cette histoire de la planification. Alors, je rebondis, hein, et puis c'est vrai que quand on utilise le mot planification aujourd'hui, dans l'idéologie dominante, j'ai envie de dire, il est tout de suite associé à la planification soviétique. Alors, vous avez donné une première différence, sauf erreur de ma part, c'est-à-dire d'un côté, on avait une planification indicative, de l'autre côté, une planification beaucoup plus stricte, beaucoup plus Impérative. impérative. Voilà. Est-ce que de votre point de vue, il y avait d'autres différences? Oui. Euh, D'abord, c'était une planification qui était la planification soviétique, elle était insérée dans un système totalitaire, hein, où le pouvoir politique concentrait entre ses mains tous les pouvoirs, que ce soit le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir économique, le pouvoir de contrôle de l'information, le contrôle de toute la production des idées. Donc c'était vraiment un système totalitaire. On peut en aucun cas trouver ça bien, quoi, hein. Et forcément, ça pouvait pas marcher. Enfin, pas de façon satisfaisante en tous les cas. Non, c'est sûr que c'est une différence majeure, cette différence-là. Donc, nature de la planification, bien évidemment le contexte, le système politique dans lequel elle a évolué, mais souvent on en tire, en tout cas quand on parle de la question de la planification, les critiques souvent qui sont formulées, bon, il y a celles qui sont de mauvaise foi, je les mets de côté, mais il y a cette critique d'une forme de peut-être d'étatisation de la décision qui échapperait aussi, on va dire, aux acteurs du terrain, aux citoyens, aux militants associatifs, aux Oui. usagers. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'éviter cette difficulté-là? Oui, alors ça, c'est une difficulté importante parce que dans la planification à la française, effectivement, c'était une planification de l'État, avec un État très fort, très puissant, démocratique, parce que le plan était quand même voté par le Parlement, hein, donc euh, c'était quand même pas négligeable, mais néanmoins, c'était l'élaboration du plan était quand même largement technocratique, même s'il y avait consultation des forces vives de la nation, donc les représentants du patronat, des syndicats. Mais ce n'était pas une planification qui émanait de la base en aucun cas. Et certainement, une des différences très très importantes, à mon sens, de ce qu'on pourrait et de ce qu'on devrait faire maintenant pour avoir un système planifié euh, qui tienne compte de la contrainte écologique et sociale, c'est qu'il faut que ce soit un système à plusieurs niveaux, avec des plans locaux, régionaux et nationaux et européens, évidemment, dans l'idéal, qui s'emboîtent les uns dans les autres, qui tiennent compte les uns des autres, mais qui soient élaborés à différents niveaux, parce que la contrainte écologique, c'est une contrainte, elle s'exprime au niveau global, hein, les émissions de gaz à effet de serre, par exemple, voilà. Mais la gestion des écosystèmes, c'est quelque chose de très fin, de très délicat, et qui peut se décider réellement, enfin, dans les détails, qu'au niveau local, par exemple. Donc, et de la même façon, à mon sens, si on ne veut pas avoir des systèmes euh, impersonnels complètement étatisés, d'aide à la population, hein, des services publics étatisés, anonymes et qui fonctionnent de façon impersonnelle, eh bien, il faut aussi qu'il y ait un certain nombre de prises de décision au niveau local et de gestion au niveau local. D'accord, je vois bien on va dire la question des échelles, hein, Voilà. c'est-à-dire une échelle nationale, Et le régionale. boitement des échelles, ça c'est délicat, hein, à organiser, mais ça me paraît complètement nécessaire, et parce que c'était une des faiblesses de la planification indicative à la française. Et alors, à partir du moment où on part de cette question des échelles, moi, me vient tout de suite la question des outils, en fait. Est-ce qu'il existe déjà des outils de planification qui pourraient être remobilisés? Je donne un exemple. Il y avait, vous l'avez dit, un commissariat général du plan. Ensuite, il y a aujourd'hui quelque chose qui s'appelle France Stratégie, sauf erreur de ma part. Est-ce que c'est autour de ces outils-là
que devrait s'organiser une forme de planification? Et dans ce cas-là, quelle serait la déclinaison aux différentes échelles dont on a parlé de ces outils? Comment vous voyez cette dimension-là? Alors, c'est vrai que dans l'administration française actuelle, enfin, l'administration française actuelle élabore des plans, beaucoup de plans, hein, que ce soit au niveau local, au niveau régional ou au niveau national. Il y a le plan de lutte contre le réchauffement climatique, le plan de lutte contre la pollution, etc. Enfin, il y a énormément de plans dans tous les domaines, sans parler de la planification de l'usage du sol, quand même, qui est en fait la seule planification impérative en France, hein. C'est-à-dire les plans d'occupation des sols, ça s'impose, hein. C'est élaboré au niveau local et ça a une puissance juridique certaine. Les autres plans ont une puissance juridique floue. C'est du droit mou, hein. Mais la planification de l'usage des sols, ça c'est du droit dur, opposable au tiers. On peut aller devant le tribunal si le plan est pas, le poste n'est pas respecté. Donc, bon, il y a quand même beaucoup de planification des transports, beaucoup de planification des logements, de l'habitat, etc. Il y a beaucoup de gens dans l'administration qui passent leur temps à essayer d'élaborer des plans qui, malheureusement, après, serviront pas à grand-chose. Mais la prospective, la nécessité de se projeter dans le futur, les élus locaux commencent à en avoir une certaine habitude quand même. Et donc on peut, je pense, ce qu'il faudrait faire, c'est capitaliser sur ces expériences-là, donner plus de capacité juridique à ces différents plans, et aussi qu'il n'y ait pas 50 plans, mais qu'il y ait un plan avec des déclinaisons dans différents domaines, mais qui soient coordonnés. Parce que ces plans-là, ils sont élaborés à différentes dates, sans coordination forcément entre eux. Alors quelques-uns doivent être coordonnés, mais pas d'autres. Enfin, c'est d'une complexité effrayante et pour une efficacité très, très peu importante, parce qu'il s'impose à personne. Et c'est pas des plans d'investissement, hein. C'est pas, c'est des plans qui sont, enfin, ou si c'est l'investissement, c'est l'investissement public à la grande rigueur, mais il s'impose à personne, même pas aux municipalités qui les ont élaborés. Donc, bon, c'est quand même pas rien parce que c'est des exercices complexes et que les gens ont pris l'habitude de faire quand même, de se projeter dans l'avenir. Mais il n'y a pas la coordination entre les différents domaines, il n'y a pas non plus de discussion politique. Ces plans sont dépolitisés parce qu'ils ne sont pas coordonnés avec le moment des élections, par exemple. Parce que si ces plans étaient coordonnés avec le moment des élections, bon, à ce moment-là, les élus potentiels pourraient expliquer ce qu'ils ont l'intention de faire et ça serait discuté par les électeurs et ça pourrait faire l'objet d'un débat démocratique. Là, il n'y a rien du tout de ce genre. Par contre, ce qu'il y a, c'est des consultations du public, hein, une fois que le plan est élaboré, on consulte le public. Et puis après, bon, ça ne sert plus à rien de toute façon, donc c'est pas. Voilà. Oui, je pense que ça résonnera à tout le monde, des mécanismes finalement de participation citoyenne qui souvent se réduisent quand même à des formalités, quoi. Voilà, c'est un peu ça, parce que on consulte les citoyens une fois que le plan est bouclé, quoi, grosso modo. C'est ça. Ou alors sur les micro-détails, la couleur Enfin, du banc, voilà. on a tous assisté à ça. Alors, OK, donc je résume un petit peu, c'est-à-dire, on dit il y a déjà des formes de planification qui existent, mais elles sont désordonnées, pas coordonnées et j'avais pas cette dimension, mais elle est importante,
à dimension juridique faible, quoi. Donc c'est difficile de les utiliser. Donc sans aller vers une planification, impérative, finalement, j'ai envie de dire peut-être que c'est pas aussi binaire que impératif ou incitatif. C'est-à-dire qu'il y a une grille de droit et qu'il faudrait peut-être un peu durcir sans aller sous une forme complètement impérative, donc on comprend bien la Voilà, différence. et ça, on peut le faire en contrôlant les sources de financement, parce qu'on peut favoriser les projets qui vont dans tel sens, enfin, etc. Donc, et qui vont dans le sens du plan, par exemple. Euh, et parce qu'il n'y a pas que l'élaboration du plan, il y a après le financement. Alors là, justement, ces plans ne sont jamais financés. D'accord. Alors je vois bien, donc la seule interrogation qui me reste, c'est les outils, mais en fait, ce que vous dites, c'est les outils existent déjà par les collectivités locales, le débat démocratique des élections. C'est peut-être l'outil national qui est un peu faible aujourd'hui. Ben, non, on a des plans nationaux, par exemple, comment, en matière environnementale, hein, on a le plan national de limitation des émissions de gaz à effet de serre. Enfin, il ne s'appelle pas comme ça, mais D'accord. c'est ça que ça veut dire. On a un plan national d'adaptation aux effets du réchauffement climatique. Le problème, c'est que ces plans-là ne sont pas réalisés. Ok, alors en fait, finalement, la difficulté que vous pointiez au niveau local, elle existe aussi au niveau Ah, national. absolument. Et ils sont aussi dispersés, en fait, parce que sauf erreur de ma part, ces différents plans dépendent de ministères qui peuvent être différents les uns des Oui, autres. ben, oui, oui, bien sûr. Bah, alors, il y a du travail interministériel quelquefois, hein, mais bon, de toute façon, c'est la même chose. Ça sera dépolitisé comme approche. Ça ne sera pas discuté au moment des élections. C'est pas démocratique comme mode d'élaboration. Et alors, par ailleurs, on a des institutions qui sont, par exemple, au niveau national, le Conseil économique social et environnemental, qui est donc un constitutionnel, hein, c'est la troisième assemblée, hein, avec l'Assemblée nationale et le Sénat, mais elle est purement. Alors là sont représentées les forces vives de la nation, mais y compris des ONG environnementales, etc., ou sociales, bon, les syndicats, tout ça, bon, très bien, mais elle n'a aucun pouvoir. Et en matière environnementale, les gouvernements successifs ont créé des autres comités consultatifs, le comité national de la transition écologique. Et puis récemment, on a créé un comité national je sais pas, de l'environnement. Tout ça, c'est pour donner des idées, etc. Mais ça devrait être le boulot à la fois du Parlement, par les élus, et de donner des idées, je veux dire, euh, et du CESE, du Conseil économique, social et environnemental. On a des institutions qui ne sont pas utilisées au plein de leur potentialité. Ok, c'est clair pour moi. Alors après, qui dit planification dit aussi ça sert à accomplir des objectifs et puis ça nécessite d'avoir des indicateurs pour savoir si finalement on va dans le bon sens, on va pas dans le bon sens, il faut changer telle ou telle décision. Alors, bon, en matière environnementale, mais pas seulement, comment déterminer ses objectifs, comment déterminer ses indicateurs et comment faire en sorte que, en gros, on puisse corriger des trajectoires si on se rend compte qu'on ne fait pas suffisamment, qu'on fait trop, que ça ne va pas dans le bon sens, etc. Alors, le problème des indicateurs de plan, c'est une très très longue histoire. Parce que tous les indicateurs qui ont été utilisés successivement dans l'histoire pour planifier, chacun a des effets pervers et donc on en change. Et puis, il y a d'autres effets pervers, alors on en change. Et puis, bon. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, les indicateurs monétaires, comme le produit intérieur brut, par exemple, ou le revenu national, ce pas des bons indicateurs de planification parce que ça implique que
c'est bien égal de produire 1 million de tanks ou 1 million de services de santé. C'est la même chose dans un indicateur monétaire. Il y a substituabilité parfaite des objets physiques. Hein. Or, bien entendu, pour une planification écologique et sociale, enfin environnementale et sociale, il ne faut pas admettre de substituabilité parce que il y a des besoins qui sont des besoins physiques, d'une certaine façon. Donc moi, j'ai tendance à dire que les indicateurs physiques, c'est bien, en quantité physique. Par exemple, si on doit diminuer les émissions de gaz à effet de serre, eh ben, il n'y a qu'à les mesurer en indicateurs physiques. Hein. Ça serait même aussi bien qu'il y ait l'indicateur émissions de CO2, émissions de méthane, parce que c'est pas substituable. Le méthane, ça reste dans l'atmosphère beaucoup plus longtemps que le CO2, qui reste beaucoup plus longtemps que la vapeur d'eau, qui est pourtant un gaz à émission, qui était aussi un gaz à effet de serre, hein, la vapeur d'eau. Mais bon, qui disparaît en quelques heures, donc c'est moins grave. Hein. Ok, je comprends. Alors, le mieux, c'est les indicateurs physiques, effectivement, parce que disons que des mesures, mais ils sont observables. Dans la mesure où ils sont observables, effectivement, et mesurables, du moins, il faut en tenir compte. Alors, peut-être que ça ne doit pas être uniquement des indicateurs physiques, mais je pense qu'il faut, et de la même façon en matière sociale, le revenu, les allocations, le montant des allocations, etc., ok, mais le nombre d'élèves par classe, mais le bien-être des enfants dans les écoles. En France, on est, avec les Japonais, on est le pays où les écoliers sont le plus stressés. Bon, on pourrait peut-être se poser la question de savoir comment faire pour que ce ne soit pas le cas. Alors, ce n'est pas un indicateur physique très, très facilement observable, mais quand même. Non, bien sûr, tout ne se réduit pas à des indicateurs physiques. D'ailleurs, c'est tous les débats qui peuvent exister sur les indicateurs de développement humain, de savoir si c'est juste la mesure économique. Mon interrogation, c'est, bon, sur la question écologique, je ne dis pas que c'est simple, mais vous avez raison de dire qu'il y a des indicateurs physiques qu'on peut identifier assez facilement. Et là, qui existe déjà, parce que le WWF produit tous les 2 ans tout un tas d'indicateurs de biodiversité, etc. Donc, le travail existe déjà. D'accord. Hein, avec y compris la dimension... Pardon, j'ai interrompu. Pardon. Non, oui. Je vous avais interrompu, je disais, y compris parce que je sais qu'il peut y avoir des fois des critères climatiques, et donc des politiques qui, par exemple, sont favorables d'un point de vue climatique, mais qui ne le sont pas d'un point de vue biodiversité, par exemple. Voilà. Donc, est-ce que, y compris sur le volet biodiversité, on a ces critères? Oui. C'est ça que vous disiez hein, sur WWF. Alors, eux, ils font le travail au niveau international, mais avec des indicateurs par zone géographique, par grande zone géographique. Bon, mais le Muséum d'histoire naturelle en France a aussi beaucoup de données, donc c'est pas inaccessible du tout. D'accord. Alors ça, je le vois bien sur la question écologique. Mais par exemple, quand on essaye de remplir, si je prends un cas concret, un cas d'exercice, j'ai un élève qui s'appelle Emmanuel Macron et qui dit mon objectif, c'est de réorganiser la souveraineté sur la production de médicaments. Donc, je veux reconstruire un tissu de production de médicaments. Là, l'objectif, on l'a compris. Les indicateurs, ils sont plus difficiles à déterminer, non? Bah non. Alors, dites-moi. Non, il suffit d'avoir par grande catégorie de médicaments quel est le pourcentage d'importation et quel est le pourcentage de production locale et européenne, parce que bon, on va quand même pas tout faire tout seul, voilà. Donc non, c'est pas compliqué.
D'accord. C'est pas des critères physiques, mais ils sont pas compliqués à Ah déterminer. bah si, c'est physique quand même. Ah, on peut dire que c'est physique dans le sens l'importation, oui, d'accord, et s'observe facilement. Oui, Oui, c'est plutôt les critères, on va dire, de bien-être ou qui sont plus difficiles à déterminer parce qu'ils sont sujets à, j'ai envie de dire, à une forme d'interprétation, quoi. oui, enfin, mais non, mais les indicateurs physiques, ben, ça va être la quantité d'oiseaux des champs qui ont disparu, etc. Enfin bon, on a ces données-là. D'accord, Et on sait très bien que si on modifie le mode de production agricole et qu'on passe à une agriculture paysanne enfin, qui n'utilise plus ou presque plus de produits chimiques basés sur le pétrole, ben on sait que ça va s'améliorer. Hein, c'est pas... d'accord. Moi, c'est très clair sur les critères, les manières de mesurer. Après, quand on veut faire tourner un outil de planification, il faut avoir les gens pour le faire. Donc il y avait une culture de la planification en France, vous l'avez dit, elle s'est quand même estompée, même si elle subsiste à travers des formes de plans que vous avez rappelées. Et je trouve qu'on a observé dans cette crise à quel point, il ne faut pas généraliser bien évidemment, mais on a aussi une haute administration aujourd'hui qui est aussi imbibée un peu d'une vision idéologique de la société. Complètement. Est-ce qu'on a les ressources humaines pour faire de la planification? La haute administration est absolument incapable. Honnêtement, je crois que la haute administration, à l'heure actuelle, est totalement incapable d'intégrer cet objectif de planification. C'est hors de leur champ mental. Je pense que c'est une espèce d'infirmité intellectuelle. Alors comment on fait dans ce cas-là si on arrive, je fais l'avocat du diable, on arrive demain aux responsabilités, on a besoin d'individus pour faire ça. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des formations à mettre en place? Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'appuyer sur des ressources qui sont déjà disponibles? Comment vous voyez les choses? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que, bon, d'abord, je pense qu'il faut les directeurs centraux d'administration, il va falloir les changer, hein, de toute façon. Le problème, c'est que la couche juste en dessous ressemble énormément à la couche du dessus. Donc, je ne sais pas. Honnêtement, je pense que c'est un vrai problème. D'accord. Non, mais on n'est pas obligé d'avoir la réponse, mais c'est déjà bien qu'on ait identifié la difficulté, c'est mieux que rien. D'accord. Alors bon, peut-être après, pour aller un peu plus loin que les aspects de planification, les objectifs dont on parle, vous avez dit c'est une planification incitative, donc elle vise à, on va dire, à coordonner les investissements qui peuvent être faits, mais dans les investissements qui peuvent être faits, il y a l'investissement public, l'investissement de l'État. Or, il y a un débat actuellement un peu plus large que la question de la planification, c'est qu'on sait très bien que face à la situation sanitaire et la situation économique qui est engendrée par la situation sanitaire, les déficits publics et les dettes publiques vont exploser. Hein, beaucoup d'investissements, des dispositifs de soutien financier. C'est très difficile d'envisager une forme de planification autour des objectifs ambitieux comme celui de l'écologie ou de la reconquête industrielle, si on a une capacité d'investissement qui est complètement grévée par des nécessités de remboursement budgétaire. Mais Euh, il y voilà. a aucune nécessité de remboursement budgétaire. Les dettes, quand elles sont trop importantes historiquement, jamais elles sont payées. Donc c'est là-dessus que je voulais vous entendre, parce qu'aujourd'hui, il y a un Conseil européen, je pense que vous savez, qui discute notamment de ces sujets. Or, pour l'instant, la perspective d'une forme d'annulation, alors qui peut prendre des mécanismes différents, ça peut être le mécanisme qu'on a appelé dette perpétuelle, ça peut être de l'annulation pure et simple, ça peut être, je ne sais pas si vous avez vu par exemple la proposition de l'Espagne, qui est intéressante, qui propose une dette perpétuelle avec des intérêts qui seraient payés par le budget de l'Union européenne. Bref, pour l'instant, ces options-là, elles semblent un peu écartées. Alors, comment on les fait devenir Ah, majoritaires? non, non, mais ça, de toute façon, je veux dire, tant que tant que sont élus des gens qui sont imprégnés de l'idéologie néolibérale, on n'aura pas la solution, c'est évident. Il faut essayer de construire une alternative crédible pour que les gens votent pour l'alternative crédible. Il n'y a pas d'autre solution.
Bon, C'est pas à vous c'est que je vais le dire, hein. non, c'est une Vous réponse. parlez pour ça depuis longtemps, mais c'est bien, il faut continuer. Non, il y a aussi la création monétaire. Euh, pour l'instant, les États se sont dépouillés de leur capacité de création monétaire dans les années 70-80. Ils ont remis toute la capacité de création monétaire aux banques privées. Bon, il n'y a aucune nécessité. On peut très bien, c'est tout le débat qu'il y a aux États-Unis autour du New Green Deal des démocrates. Le New Green Deal s'articule avec ce qu'on appelle la Modern Monetary Theory, la théorie monétaire moderne, qui consiste à dire qu'il faut que l'État reprenne sa capacité de création monétaire et oriente cette création monétaire vers la création d'emplois et les investissements qui permettraient la transition écologique et en même temps qui permettent de créer des emplois stables, raisonnables, raisonnablement payés, voilà, et vers le développement des services publics. Bon. Il n'y a pas à tortiller. Les services publics, c'est ce qu'on a trouvé de mieux, c'est-à-dire le service public de l'éducation, le service public de la santé, c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour satisfaire les besoins de la population, et en particulier de la partie de la population la plus pauvre. C'est ça qui opère la redistribution la plus importante. La redistribution monétaire par les allocations, ça n'est pas efficace. Ce qui est efficace, c'est de fournir des services qui soient les mêmes à l'ensemble de la population, que ce soit les services de santé publique, les services d'éducation publique. Et ça, c'est ce qui permet c'est ce qui permettrait de transiter vers une société moins inégalitaire. Alors, ce que vous dites sur il faut changer les individus, bon, moi, ça résonne à mes oreilles, j'ai pas de problème avec ça, mais j'ai quand même envie de vous interroger sur un paradoxe, c'est que cette possibilité, par exemple, de se réapproprier la création monétaire, on a des pays aujourd'hui, je pense aux États-Unis, même à la Grande-Bretagne il n'y a pas longtemps, qui pourtant, du point de vue, on va dire, idéologique, sont pas très éloignés des dirigeants français ou européens, mais qui, eux, font tomber un certain nombre de tabous et Ouais, de dogmes. Alors pourquoi on ne le fait pas en Europe? parce qu'ils sont beaucoup plus pragmatiques. Nous, on a une classe dirigeante qui croit à ce qu'elle fait. Eux, non. Pour eux, c'est un outil de puissance. Bon, donc quand ça les arrange, ils sont libéraux. Quand ça les arrange pas, ils interviennent. Il n'y a pas de souci. Ça les dérange pas un poil. Mais nous, les Européens, on y croit. Enfin, pas moi, bien sûr, mais eux, ils y croient. Et c'est fascinant à observer. Je suis d'accord avec vous, c'est fascinant, on a l'impression que l'Union européenne va être la dernière citadelle, enfermée dans ses dogmes, Ouais. alors que petit à petit, ces dogmes sont en train de tomber et on est les seuls à être en train de se condamner à, pendant des années, des décennies, payer une dette, qu'on ne pourra pas payer à la fin parce que de toute façon, elle est beaucoup trop importante, quoi. Mhm. Ouais. Mais je pense que c'est une question majeure. Alors après, ce qui est intéressant, je crois, dans ce que vous avez développé, c'est le fait que, bien sûr, il faut se réapproprier la création monétaire, mais il faut aussi réfléchir à comment aller flécher vers des investissements qui sont utiles du point de vue de la transition écologique, quoi. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une planification, parce qu'il faut réfléchir sur un projet global pour pas partir dans un truc et puis après dans un autre, et puis voilà, bon, c'est ça. Et essayer d'élaborer un consensus national. Euh, et ça va pas être simple parce que les sociétés modernes sont clivées d'une façon absolument extraordinaire. Et là, c'est pareil en Angleterre et aux États-Unis, hein. On a vraiment deux moitiés de la population qui, dans presque tous les pays du monde, s'opposent sur tout, sur les valeurs, hein. Donc, c'est pas une situation dont on va sortir simplement, hein. Et justement, est-ce que, alors que c'est vu comme un instrument de clivage, est-ce que la planification, elle ne peut pas être aussi un instrument de construction, de forme de consensus, pas total, mais en tout cas d'adhésion majoritaire à des projets, parce que le processus démocratique, il est beaucoup plus
au quotidien, beaucoup plus souple et beaucoup moins organisé sur des grandes échéances qui structurent la vie de la nation. Ben, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a quand même une aspiration dans nos sociétés à ce que la politique reprenne le contrôle de l'économique et ça, c'est ça la planification, en fait. Donc oui, je crois qu'on a une fenêtre d'opportunité là, où il faudrait élaborer un projet, qui soit tentant, qui soit, oui, qu'on ait envie de voter pour. Euh, mais je crois que c'est la seule possibilité qu'on a d'échapper à une suite de catastrophes abominables, quoi. Moi, je suis très, très. Quand je vois la réaction. Parce que Macron, il fait des discours qui sont. Mais qui, bon, pour lesquels on pourrait se dire finalement il a compris. Mais en fait, à part ça, il prend des décisions qui vont exactement dans le sens inverse. Donc, ce qu'il a compris, c'est qu'il fallait aller dans le sens, caresser les gens dans le sens du poil, mais il n'a pas changé d'un poil sa propre pratique, quoi, politique. C'est ça, ça a quelque chose de fascinant quand même. Je pense qu'on a tous ce sentiment d'être un peu à la croisée des chemins. Mm. Et que les moments actuels sont assez décisifs. C'est-à-dire qu'on peut à la fois transformer ça en fenêtre d'opportunité ou au contraire s'enfoncer dans des catastrophes successives. Je pense qu'on en est tous là. Alors ma dernière question pour essayer de tenir un petit peu le délai qu'on s'est fixé, elle est un peu iconoclaste, un peu bizarre sans doute, mais je me dis pourquoi pas. On a parlé de planification à l'échelle locale, à l'échelle régionale, à l'échelle nationale. Mais il y a des enjeux, je pense à l'enjeu de la planification écologique, tout le monde comprendra, de l'urgence écologique, environnementale, de la biodiversité. C'est des enjeux qui sont mondiaux. Alors, est-ce qu'il existe aujourd'hui des formes de planification internationale ou européenne, des outils, est-ce qui pourraient Oui, enfin, exister? l'accord de Kyoto, c'est une forme de planification internationale, avec répartition entre les différents États de, leur, de leurs objectifs nationaux. Un tel va diminuer de temps, un tel va diminuer de temps. Et puis l'Union européenne avait un objectif, et puis au sein de l'Union européenne, on s'est réparti l'objectif européen entre les pays. Donc c'est une forme de planification, ça. Mais c'était du droit mou, comme tout le droit international, sauf le droit commercial, le droit de l'OMC, hein, enfin le droit des accords internationaux commerciaux, bilatéraux, là, maintenant. Donc, c'est là-dessus qu'il faut faire porter l'effort. C'est on a un domaine où le droit international est du droit dur, opposable. On peut aller devant le tribunal, en fait, en l'occurrence des cours d'arbitrage privés, malheureusement, mais c'est du droit dur. Et l'OMC, ce n'est pas une cour d'arbitrage privée, c'est une cour internationale publique. Hein. Ils peuvent imposer des sanctions, ils peuvent imposer des amendes, etc., etc. Donc, ce qui a été possible en droit commercial parce que les multinationales ont imposé ça aux États parce que c'était leur intérêt, hein, c'est pas du tout le cas en droit environnemental. Le droit environnemental international est un droit complètement mou, sans aucune effectivité juridique. Il n'est pas opposable aux tiers, rien du tout. Il y a des cours d'arbitrage, mais bon, qui n'ont aucun pouvoir. Donc, il faudrait transformer le droit international en droit dur, et là, on pourrait avoir une planification internationale en matière environnementale et sociale, parce que le BIT, c'est la même chose, c'est du droit mou. Même les États qui ont ratifié les décisions du BIT ne sont pas tenus de les respecter.
Bureau international du travail, hein, c'est ça Oui, c'est le BIT, Bureau international du travail. C'est ça. Alors, ok, ça m'amène peut-être une dernière question. Donc, j'ai bien compris qu'il y a des formes de planification internationale, qu'elles sont très peu contraignantes par la nature du droit et des possibilités de modalités, de mécanismes qui peuvent être mis en œuvre pour les faire respecter. Est-ce que là aussi, il n'y a pas une discussion sur les indicateurs? Là, je pense à la question climatique. C'est vrai qu'on a des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont répartis internationalement. Bon, outre le fait qu'ils ne sont pas forcément respectés, outre le fait que, bon, Elles ne sont pas suffisantes de toute façon. elles ne sont pas suffisantes, est-ce qu'il n'y a pas aussi un biais dans les indications? C'est-à-dire, on dit souvent que l'Union européenne baisse ses émissions. Quand on regarde en détail, elle baisse ses émissions produites sur le sol européen. Mais en réalité, elle exporte un peu ses émissions, quoi. Oui, tout à fait. Là on a un problème d'indicateur qui serait facile à résoudre, hein. Il suffirait d'intégrer dans les objectifs nationaux les importations, hein. C'est-à-dire que enfin, les émissions importées, les émissions produites à l'occasion de la production des importations des pays, ça serait très simple. Tout le monde. On sait très bien combien ça fait. Enfin, c'est juste à décider, quoi. Oui, oui, il n'y a pas de difficulté technique, elle est plutôt politique là sur ce sujet. Ouais. Très bien. Alors moi, j'ai fait un peu le tour des questions que je voulais vous poser. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous voulez rajouter, vous avez l'impression qu'on n'a pas abordé. Il y aurait tellement de choses. Mais oui. Non, je pense que ça va bien comme ça. ça va bien comme ça. Bon, merci beaucoup pour votre éclairage. Je pense qu'il était très utile sur ces questions-là. Et puis, on va essayer de prendre en compte ces réflexions dans le rapport qu'on va formuler et qu'on vous fera parvenir. Bon courage pour la suite, alors. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.